Salut à tous. Je voudrais juste prendre un moment pour vous demander de vous abonner. Likez, commentez, partagez et boostez la vidéo en cliquant sur le bouton booster. Cela me ferait très plaisir. Je vous remercie. Maintenant, on peut commencer. Notre histoire commence avec notre héroïne se souvenant que c'est le jeu auquel elle a joué pendant des années, qui a été un énorme succès à sa sortie. Malheureusement pour elle, elle a été réincarnée dans ce jeu en tant que méchante, Tolria Frazé. Elle se souvient que le personnage original était belle, mais sa personnalité était horriblement corrompue. Cette méchante harcelait et insultait constamment l'héroïne de l'histoire, Kariko, qui était la fiancée de l'héritier du grand-duc. Elle était l'incarnation typique d'une méchante avec une personnalité égoïste, élitiste et arrogante, continuant à commettre le mal jusqu'à la toute fin. Elle se souvient aussi que ce personnage est connu sous le nom de reine des mauvaises fins. Peu importe le chemin, une fin tragique et un destin inévitable l'attendaient toujours. Notre héroïne conclut ses pensées en déplorant son sort, se demandant pourquoi, parmi tous les personnages possibles, elle a dû être réincarnée en ce personnage trivial. Notre héroïne est assise dans le corps de Tolria, tremblante, pensant que ce qui lui arrive ne peut pas être réel. Malgré le fait d'être la fille d'un marquis, sa vie est maintenant pire que celle d'un mendiant. Servie du pain dur et rassis, et le système de jeu montre que cette nourriture lui fait perdre des points de vie. Tolria pense que mourir dans sa vie précédente aurait peut-être été mieux, mais elle se souvient rapidement que sa vie précédente était aussi un désastre complet. Elle se souvient de scènes de son passé où elle était appelée Honey. Après la mort de sa mère et de son beau-père, elle a souffert de mauvais traitements de la part de ses demi-frères et sœurs qui essayaient constamment de la marier à des hommes inconnus et la menaçaient. Elle se souvient d'un accident de voiture, et quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée réincarnée en tant que personnage, Tolria, dans ce jeu. De retour dans le présent, Tolria regarde le pain dur et réalise que si elle continue comme ça, elle mourra soit de froid, soit de faim. Elle se demande comment la fille d'un marquis a pu se retrouver dans cet état, blâmant son père absent. L'histoire de Tolria est révélée. Sa mère est partie avec un autre homme et est morte dans un accident. Son père, le marquis Frazé, était dégoûté et quitta le domaine pour se rendre à la frontière, laissant sa fille derrière lui sans lui envoyer d'argent pour vivre. Son père ne lui a pas montré son visage depuis des années, et Tolria réalise que cette négligence est le cadeau de Noël mentionné dans le jeu. Elle regarde une peinture envoyée par son père et pense sarcastiquement, se demandant s'il croit qu'envoyer une seule peinture fait de lui un père, surtout qu'il n'a même pas joint une carte de joyeux anniversaire ni même dit qu'il l'aimait. Tolria trouve une similitude entre sa vie précédente et la vie de l'original Tolria. Dans sa vie précédente en tant que Annie, elle devait vivre prudemment dans la maison de son beau-père après le mariage de sa mère, s'appuyant entièrement sur elle-même. Elle croit que Tolria a peut-être vécu de la même manière. Elle poursuit la comparaison, se souvenant que dans le passé, personne ne se souciait si elle dînait dehors 7 nuits par semaine. Sa détermination change et elle décide qu'elle ne peut pas continuer à vivre comme ça, et elle refuse de mourir à nouveau. Alors qu'elle est déterminée à trouver un moyen de survivre, une mystérieuse lumière bleue apparaît soudainement devant elle, la faisant se demander ce que c'est. La fenêtre de quête principale apparaît. La fenêtre l'identifie comme Tolria Frazé, note globale F-. La description de la quête était insultante, la décrivant comme une poubelle, ruinée, et détestée de tous, sauf d'une personne, et que personne ne l'aime. L'objectif est d'atteindre le rang A avant que le vrai n'apparaisse. Tolria regarde avec confusion, reconnaissant la fenêtre comme étant la même fenêtre de quête du jeu auquel elle jouait. La fenêtre de quête s'affiche à nouveau, confirmant l'objectif et la description. Tolria traite les mots, se demandant si cela la concernait en parlant de déchets, et réalise qu'elle est maintenant en mission réelle. Elle comprend que la quête exige qu'elle élève le personnage Tolria, c'est-à-dire qu'elle améliore ses statistiques. Elle regarde ses horribles statistiques. Personnalité -10, richesse -9, compétence -10, chance 0, lui donnant une note globale de F-. Elle désespère, se demandant comment elle peut améliorer de si terribles statistiques. Elle se concentre sur la phrase « avant que la vraie n'apparaisse » et déduit immédiatement que la vraie doit signifier Koriko, l'héroïne du jeu. Elle serre le poing.
Réalisant qu'elle n'a pas beaucoup de temps avant que Koriko n'apparaisse, et qu'elle doit atteindre le rang A dans cette courte période. Elle crie intérieurement que c'est impossible, surtout avec sa note F, avant qu'un éclair soudain ne la distrait. Un résumé de sa situation apparaît. Elle est Annie, une ancienne joueuse du jeu qui est morte dans un accident. Elle s'est retrouvée réincarnée en la méchante que tout le monde appelait Trash, et elle réalise qu'une fois de plus, elle est sur le point de mourir. Se demandant si c'est une blague, une fenêtre de quête apparaît résumant l'objectif. Elle est la poubelle, Tolria phrasé. Jusqu'à ce que la vraie apparaisse, elle doit atteindre le rang A pour survivre. Un dernier avertissement suit. Si elle échoue, elle mourra. Tolria regarde à nouveau sa fenêtre de statistiques et crie que c'est impossible, se demandant comment quelqu'un peut survivre avec des statistiques aussi horribles. Elle compare sa situation à celle de l'héroïne du jeu, Kariko, qui commence avec au moins une note moyenne de C. Elle se souvient que, à moins que le joueur ne vise la fin cachée, il n'y avait aucune raison de choisir cette difficulté infernale. Elle se tient la tête dans le désespoir. Réalisant qu'elle commence avec un F, écrit intérieurement que la situation lui demande simplement de mourir. Elle essaie de reprendre son souffle, décidant qu'elle doit organiser ses pensées. Toria rassemble ses pensées et fixe son objectif. Ce qu'elle doit faire maintenant, c'est augmenter toutes ses statistiques au rang A. Comme elle ne sait pas quand la protagoniste principale Koriko apparaîtra, elle doit atteindre ce rang le plus rapidement possible. Elle essaie de se motiver, se rappelant qu'elle est une Coréenne à la volonté forte qui a réussi à prendre soin d'elle-même et à entrer dans une bonne université dans sa vie précédente, donc elle est capable de tout. Elle décide de commencer par chercher ce qu'elle peut faire, pensant qu'elle pourrait avoir besoin d'un assistant pour l'aider dans sa mission. Soudain, elle entend une voix et se demande avec confusion qui arrive, car personne n'est censé la visiter à cette heure-ci. Un jeune homme aux cheveux sombres fait irruption dans la pièce avec un large sourire, annonçant l'arrivée du grand Tedric et se demandant sarcastiquement comment elle n'est même pas venue l'accueillir. Tolria le reconnaît immédiatement. C'est Tedric, son cousin, et elle se demande pourquoi il est venu ici. Les événements clarifient que Tedric est le fils du vicomte Lilius. Le frère cadet du père de Tolria, et la relation entre elle et Tedric était toujours hostile, comme chien et chat. Tedric, étant issu d'une branche secondaire de la famille et n'étant pas un héritier direct, se sentait toujours jaloux de Tolria, qui appartenait à la lignée directe, et c'est pourquoi il se disputait toujours avec elle. En revanche, il était très gentil avec l'héroïne, Kariko, et prenait son parti. Tolria pense que puisque Kariko n'est pas là maintenant, elle ne comprend pas pourquoi il est venu la voir. Tedric commence à commenter avec dégoût l'odeur nauséabonde dans l'endroit. Je me demande si c'est un endroit où vivent des humains, prétendant que l'odeur lui donne mal à la tête. Tolria le fixe avec colère, pensant à quel point il est un salaud. Il continue sa moquerie, se demandant pourquoi elle a fait tant de bruit au banquet devant son grand-père. Tant qu'elle vit dans une telle misère, ajoute-t-il en riant, il est bien connu que son père l'a abandonnée, alors pourquoi se soucier de ce fait ? Et que c'est pourquoi le grand-père l'a mise en détention illimitée. Il l'appelle pathétique, ce qui met Tolria en colère, qui se dit comment cette scélérat ose-t-il toucher sa blessure de cette manière. À ce moment-là, Tolria, la réincarnée, réalise la véritable raison pour laquelle l'original Tolria est devenue une méchante. C'était à cause de gens comme Tedric. Elle se souvient de ne pas avoir remarqué cela lorsqu'elle jouait au jeu du point de vue de Koriko, car tous les membres de la famille phrasée entourant l'héroïne, à l'exception de Tolria, étaient de bonnes personnes. Mais maintenant qu'elle est elle-même dans la position de Tolria, vivant une vie de mépris et de mauvais traitements en tant que dame abandonnée, elle a commencé à comprendre comment quelqu'un pouvait devenir amer dans de telles circonstances. Et même les actes malveillants de Tolria lui semblaient logiques maintenant. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Tedric lui crie dessus, l'appelant mendiante et lui ordonnant de baisser les yeux et de ne pas le fixer. Tolria réalise que des gens comme Tedric ne sont pas mauvais à cause de l'aura de l'héroïne ou de toute force extérieure. Ils sont simplement mauvais par nature. Elle pense que frapper est la solution pour un tel tyran. Et tandis qu'elle pense cela, elle prend une fourchette. Tedric panique immédiatement et lui demande avec inquiétude ce qu'elle compte faire. Elle se moque intérieurement de sa réaction, se demandant s'il pensait vraiment qu'elle allait le poignarder. Elle se souvient que l'original Tolria avait poignardé sa main avec une fourchette dans le passé,
et il semble que ce souvenir terrifiant soit toujours ancré dans son esprit. Elle pense qu'elle aimerait aussi le poignarder à nouveau, mais elle se retient. Puisque la personnalité fait partie de ces statistiques qui doivent être augmentées pour survivre à la mort, le poignarder maintenant ne serait pas un choix judicieux. Elle décide d'attendre pour l'instant, réalisant que l'arrivée de Tedric signifie que Persson, son père, arrive aussi. Tedric interprète sa retraite comme une soumission et lui demande avec moquerie si elle a enfin compris sa place. Il s'approche d'elle et continue ses insultes, l'appelant enfant illégitime résultant de l'affaire de sa mère avec un prêtre barbare. Tolria essaie de réprimer sa colère, se disant, par son ancien nom, Anina, de tenir encore un peu. À ce moment-là, une voix d'homme résonne, appelant Tedric Phrasé, le réprimandant et se demandant comment il ose dire de telles choses à son cousin. L'homme que Tolria attendait est arrivé. C'est le père de Tedric, le vicomte Lilius. Tedric essaie de se justifier auprès de son père, affirmant que c'est Tolria qui a essayé de le poignarder avec une fourchette en premier. Elle, qui attendait l'arrivée de Lilius, remarque que le vicomte semble étrangement en colère. Le vicomte Lilius continue de gronder son fils Tedric, qui reste choqué par la véhémence de son père. Lilius se demande comment son fils, élevé par sa mère comme une personne précieuse, ose se rabaisser en fréquentant une fille de basse extraction comme Tolria. Elle se tient complètement déconcertée, réalisant que cette situation est un développement inattendu. Lilius crie, Tedric Phrasé, encore une fois, et son fils répond avec terreur. Puis il révèle la véritable raison de sa colère. Il avertit Tedric que son grand-père, le grand-duc Phrasé, arrivera bientôt. Il ajoute d'un ton sévère que si le grand-duc entendait ce que Tedric a dit, ils mourraient tous. Lui, Lilius et sa mère. Il lui ordonne de se taire complètement. Tedric demande avec choc pourquoi le grand-père vient soudainement dans cet endroit délabré. Lilius répond que la raison est le banquet des Phrasés. Tolria, qui écoutait, prend cette information et se demande ce que signifie le banquet Phrasé. Elle se souvient immédiatement que le banquet Phrasé est un grand festin où tous les membres de la famille Phrasé se réunissent. Elle continue d'analyser la situation. Elle sait que le banquet est censé avoir lieu au château principal du grand-duc. Par conséquent, elle se demande pourquoi le grand-duc s'arrête au château de Rantel. L'endroit où elle vit. Cela lui semble encore plus étrange lorsqu'elle se rappelle que le grand-duc n'est jamais venu lui rendre visite auparavant. Après que Lilius a fini de mettre en garde son fils, il se tourne avec un sourire faux vers Tolria et appelle son nom. Il lui dit qu'il a quelque chose pour elle et lui présente une boîte révélant une robe blanche luxueuse et brillante. Elle se demande si c'est censé être une robe. Lilius lui ordonne de porter cette robe et de venir au banquet, justifiant cela en disant que son Altesse, le grand-duc, méprise les apparences négligées. Tolria remarque que la robe a l'air extrêmement chère et se demande pourquoi il lui fait un tel cadeau. Lilius s'approche d'elle, touche une mèche de ses cheveux, la caresse et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas un cadeau lourd donné gratuitement. Il continue avec un sourire rusé, expliquant que son père, le marquis, paiera de toute façon pour tout plus tard. Puis il révèle sa véritable intention. Il admet que ses circonstances financières ne sont pas très bonnes en ce moment. Puis il mentionne avoir vu l'acte de propriété des terres illyriennes enregistré à son nom. Il lui suggère d'utiliser cet acte comme garantie, et en échange, il peut lui acheter autant de robes qu'elle le souhaite. Tolria réalise immédiatement sa véritable nature, pensant que cette personne est un voleur sale. Elle se souvient du chemin narratif dans le jeu original, où la Tolria originale faisait confiance aux paroles de Lilius et lui empruntait une énorme somme d'argent, mais son père, le marquis Phrasé, ne s'intéressait pas du tout à elle. Et dans la dernière partie du jeu, Lilius l'a abandonnée, la laissant se noyer sous une montagne de dettes. Même à ce stade, l'original Tolria s'accrochait à l'espoir que son père la sauverait. Elle pensait autrefois que son père devait se soucier d'elle, ne serait-ce qu'un peu, et qu'il la sauverait de cette montagne de dettes. Mais la Tolria actuelle, réincarnée, connaît la vérité amère. Personne ne s'est jamais soucié de la pauvre Tolria. Elle réalise que si elle accepte son offre maintenant, elle pourrait réussir à augmenter sa note, mais elle tombera directement dans la fin de la faillite. Elle décide qu'elle doit arrêter ce chemin quoi qu'il arrive. Elle réfléchit à ses options. Elle a brièvement envisagé d'utiliser Lilius comme allié.
mais a rapidement conclu que quelqu'un qui ne veut que l'exploiter ne peut être digne de confiance en rien. Par conséquent, elle décide de recourir à une alternative. La personne qui arrive ici maintenant, le grand-duc Phrasé lui-même. Elle croit que si quelqu'un n'a pas besoin de l'exploiter, comme Lilius, le grand-duc pourrait être une bien meilleure option. Elle prend sa décision et décide d'essayer de cibler le grand-duc Phrasé. Mais elle se souvient soudain de ce qui vient de se passer lorsqu'elle l'a rencontré. Elle se souvient du visage froid de son grand-père lorsqu'il lui a demandé de manière menaçante si elle parlait de lui quand elle a dit qu'il pouvait vivre heureux seul. Dans une panique, elle se demande si elle a déjà fait le mauvais choix en confrontant le grand-père et qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il aurait l'air aussi effrayant. Elle met ses mains sur sa bouche, horrifiée, se demandant ce qui se passe. Elle se souvient de son plan initial. Elle savait que le grand-duc était la seule personne qui pouvait la libérer de sa situation désespérée. Par conséquent, elle s'était préparée à gagner ses faveurs et à le supplier pour sa vie. Elle se demande, mais pourquoi ? Pourquoi a-t-elle fini, à cause de la pénalité, par lui crier dessus, lui demandant s'il pensait échapper à la punition en vivant confortablement seul ? Elle se souvient de son choc et de son horreur à ce moment-là, se couvrant la bouche et se demandant ce qui venait de sortir de sa bouche. La scène revient en arrière sur la première rencontre de Tolria avec son grand-père, le grand-duc Azu, qui appelle son nom, Tolria Phrasé, et lui demande d'un ton glacial si elle lui parlait. Elle se couvre la bouche, tremblant de terreur, pensant que ce n'était pas du tout son intention. Tout ce qu'elle essayait de dire, c'était de lui demander de lever l'approbation qui lui avait été imposée. Soudain, elle entend une sonnerie familière et se demande dans la panique si c'était le son de la fenêtre de statue. 2 fenêtres d'avertissement apparaissent devant elle. La première répète que la pénalité de personnalité la fera dire uniquement ce qui provoque l'hostilité la plus extrême. Et le second l'avertit que sa réputation tombera à un niveau dangereux. Elle panique et se demande ce qui se passe. Elle réalise que ce qu'elle vient de dire était à cause de son statut de personnalité. Elle trouve cela ridicule. Bien qu'elle sache que la situation est mauvaise, elle se demande comment elle est censée survivre si le système l'empêche même de dire un seul mot comme elle le souhaite. Elle réalise que cette situation est encore pire que de traiter avec le prêteur sur gage Lilius, ou de supplier la marquise, son père, qui est plus étranger qu'un étranger pour elle. Elle se tient la tête, hurlant intérieurement, réalisant qu'elle est dans un pire pétrin qu'elle ne l'imaginait. Elle se souvient qu'elle savait exactement comment gagner les faveurs du grand-duc. Quand elle jouait le rôle de Koreko, il est rapidement devenu un beau-père aimant pour elle. Elle pleure de désespoir. Se demandant si la différence entre une note C, avec laquelle Koreko a commencé, et une note F, avec laquelle elle a commencé, est censée être aussi énorme. Elle se rend compte qu'elle doit trouver une solution à cette situation, et vite. Soudain, quelque chose d'autre la distrait, la faisant se demander, que faire maintenant ? Elle remarque quelque chose d'étrange. Une barre de mesure apparaît au-dessus de la tête du grand-duc assis devant elle. Elle regarde de près, se demandant si elle hallucine, mais la barre commence lentement à devenir rouge. La barre se remplit de rouge vif, et elle crie. Ça devient vraiment rouge. Elle panique. Elle sait par son expérience de jeu qu'une barre de statue qui devient rouge n'est jamais bon signe. Elle se demande si c'est un indicateur de colère ou de patience, craignant qu'elle ne se dirige vers une fin mortelle si cela se remplit complètement. Elle décide qu'elle ne peut pas mourir comme ça, refusant de mourir impuissante comme elle l'a fait dans sa vie précédente. Elle se rappelle que ce jeu est la scène de Kariko, et qu'elle n'aspire pas à une belle histoire comme la sienne. Son seul objectif est d'atteindre le rang A pour vivre une vie riche et confortable. Tout ce dont elle rêve, c'est de se réveiller dans un palais chaleureux, de manger des repas convenables, de se promener dans un jardin fleuri et de lire des livres amusants chaque jour. Tout ce qu'elle veut, c'est profiter d'une vie simple et ordinaire. Pour y parvenir, elle doit d'abord arrêter cette chose, la barre rouge. Elle décide qu'elle survivra quoi qu'il arrive. Elle se rend compte que si elle ouvre la bouche maintenant sans réfléchir, elle pourrait aggraver les choses. Son premier objectif est de trouver comment se débarrasser de cette maudite pénalité de personnalité. Elle pense que la pénalité n'a pas de commande spécifique pour l'annuler, donc elle ne peut pas être désactivée par une simple action. Elle se demande si elle devrait d'abord augmenter la statistique de personnalité, mais elle n'est pas sûre de pouvoir le faire maintenant.
Une fenêtre système apparaît lui indiquant que les statistiques peuvent être augmentées en utilisant des pièces disponibles, et elle montre qu'elle a actuellement 1000 pièces. Tulria est surprise, se demandant comment fonctionne ce système d'augmentation des statistiques avec des pièces. Elle pense qu'elle n'a jamais vu cette fonctionnalité quand elle jouait en tant que Koriko. Et son anxiété augmente lorsqu'elle voit un autre avertissement indiquant que l'annulation est impossible après confirmation. Elle décide d'ignorer ses peurs. Elle doit survivre avant tout. Elle décide d'augmenter la statistique maintenant. Avec un son de carillon, plusieurs fenêtres apparaissent. Personnalité 0 atteinte. Toutes les pièces utilisées. Pénalité de personnalité désactivée. Elle réalise avec joie qu'elle a réussi. Alors qu'elle est plongée dans sa joie, le grand-duc, qui l'observait se déconnecter, appelle son nom, Tolria. Libérée de la pénalité, elle se prosterne rapidement devant lui et crie, l'appelant « grand-père ». Le grand-duc la regarde avec surprise, tout comme Lilius et Thédric, qui se tiennent en arrière-plan, choqués par son acte. Elle saisit l'occasion et commence à parler, expliquant tragiquement que le budget qui lui est accordé est si petit que tout le personnel de son château est en train de mourir de faim. Et en tant que leur dame, elle ne peut plus rester les bras croisés. Elle continue de parler tout en étant prosternée, ajoutant qu'elle sait qu'il pourrait penser que le budget est insuffisant parce qu'elle achetait des luxes. Mais elle jure sur son nom que ce n'est pas le cas. Elle continue sa supplication tout en étant prosternée, proposant qu'elle est prête à renoncer entièrement à son mariage s'il peut lui fournir sa dot à l'avance. Elle explique qu'elle utilisera cet argent d'abord pour rembourser ses dettes envers son oncle Lilius, et puis, avant qu'elle puisse finir sa phrase, le vicomte Lilius se jette sur elle et lui couvre violemment la bouche de sa main, en criant son nom. Il lui demande avec colère cette insolence qu'elle montre devant son Altesse, le grand-duc. Il se penche vers elle et murmure de manière menaçante. L'appelant une enfant maléfique qui ose répandre de tels mensonges incroyables comme s'ils étaient la vérité, Tolria le regarde avec choc, à peine capable de penser, se demandant ce qu'il fait. Lilius commence à l'éloigner du grand-duc tandis qu'elle résiste, criant que ce n'est pas un mensonge et suppliant sa grâce de l'écouter. Il se tourne pour s'excuser auprès de son père, le grand-duc, en disant que le comportement sauvage et indomptable de Tolria n'est rien de nouveau, mais il admet qu'il a été négligent. Elle regarde avec horreur la barre rouge au-dessus de la tête de son grand-père, remarquant qu'elle est sur le point de se remplir complètement. Le désespoir l'envahit alors qu'elle pense à l'effondrement de son avenir, à son rêve d'atteindre le rang A et de vivre une vie de retraite confortable, à son petit et grand rêve de ne plus jamais s'inquiéter de l'argent. À ce moment-là, le grand-duc ordonne à Lilius d'une voix calme mais ferme de la laisser partir. Tulria se fige sur place, surprise et se demandant s'il l'écoutera. Lilius a aussi l'air confus. Le grand-duc répète son ordre d'un ton indéniable, lui ordonnant de la laisser partir. Elle remarque avec joie que la barre rouge commence à s'estomper. Elle se demande si cela a fonctionné. Lilius s'exécute immédiatement, s'inclinant et s'excusant auprès de son père. Puis le grand-duc se tourne vers elle et lui dit de continuer ce qu'elle disait. Elle reste stupéfaite, se demandant pourquoi le grand-duc l'écoute soudainement. Ses yeux brillent, réalisant que, quelle que soit la raison, c'est une chance qui ne se représentera jamais. Elle se reprend rapidement, reprend une position de prosternation et remercie son grand-père. Elle poursuit sa supplication, confirmant qu'elle utilisera sa dot pour rembourser la dette à son oncle Lilius. Et après cela, elle vivra comme si elle était morte. Elle poursuit ses vœux, affirmant qu'elle prendra non seulement soin d'elle-même, mais aussi des serviteurs du château de Rantel, et maintiendra sa forme et sa dignité. Enfin, elle plaide avec audace, lui demandant s'il pourrait faire preuve de plus de générosité et lever la probation indéfinie qu'il lui a imposée, concluant son appel par un cri alors qu'elle supplie son grand-père. Un lourd silence remplit la pièce. La sueur froide commence à perler sur elle et elle se demande anxieusement pourquoi il fait si silence et si elle a encore dit quelque chose de travers. Elle craint que ce ne soit pas une opportunité, mais juste l'excuse dont le grand-duc avait besoin pour la punir. Le grand-duc rompt le silence, mais pas en lui répondant, en appelant son fils, Lilius. Lilius répond à son père avec nervosité. Le grand-duc commence à l'interroger, lui demandant si la gestion des affaires domestiques des enfants n'a pas été confiée à lui et à sa femme. Lilius confirme cela, en s'inclinant. Le duc continue avec fermeté,
demandant pourquoi Tolria est toujours sous l'approbation qu'elle a reçue il y a 3 ans. Il ajoute que l'idée qu'elle croit que l'approbation d'un mois était indéfinie doit être l'œuvre de Lilius et de sa femme. Tolria écoute ce dialogue avec un choc complet. Elle se dit à elle-même, se demandant si leurs paroles, celles de Lilius et de Thédric, étaient des mensonges. Elle se souvient immédiatement des moqueries de Thédric et de ses paroles envers elle plus tôt, et elle réalise l'horrible vérité. Ce n'était pas indéfini, mais seulement pour un mois. Elle comprend qu'elle a reçu l'approbation il y a 3 ans, et qu'elle a continué tout ce temps de manière illégale. Elle réalise que cet ordre de confinement est ce qui a poussé l'original Tolria, déjà souffrant d'un environnement difficile, à se fier pathétiquement à Lilius. Elle arrive à une conclusion inévitable. Tout cela n'est que mensonge de la part de Lilius et de sa famille. Lilius, en sueur, essaie de se sortir de la situation en prétendant qu'il doit y avoir eu une erreur. Mais le grand-duc continue de mettre la pression. Demandant si c'était aussi une erreur que Tolria Frazé croit qu'un débarras est le château de Rantel, Lilius se fige, incapable de répondre. Le grand-duc révèle qu'il se souvient clairement que c'était la femme de Lilius qui lui avait rapporté que Tolria était encore indisciplinée, même après la fin de sa période de probation d'1 mois, et qu'elle-même insistait pour vivre dans un débarras, pleurant et faisant des histoires. Elle reçoit un autre choc, pensant, ce n'est même pas le château de Rantel ? Elle se rend compte que lorsqu'elle a entendu dire que le grand-duc venait, elle a simplement supposé que c'était sa résidence. Lilius est obligé de rire nerveusement, essayant de sauver la situation. Il s'exclame qu'il doit y avoir un malentendu, affirmant que lui et sa femme n'ont jamais dit à Tolria que cet endroit était le château de Rantel, ni qu'il lui avait jamais dit que sa probation était indéfinie. Puis, dans un geste désespéré, il se tourne vers Tolria avec un sourire faux et lui demande d'un ton faussement doux si elle s'était trompée et qui était la personne malveillante qui l'avait trompée. Et qu'il leur donnerait une leçon qu'il n'oublierait jamais. Elle le regarde froidement, pensant à quel point il est ridicule de l'appeler maléfique ou de la traiter de déchet. Comparé à la vraie ordure, Tolria n'est rien. Puis elle lui demande d'une voix calme s'il a vraiment l'intention de donner une leçon à cette personne. Et Lilius, visiblement nerveux, répond en confirmant qu'il le fera bien sûr. Ses yeux se plissent de détermination, et elle se dit qu'elle montrera à ces véritables déchets le vrai sens d'une leçon. Elle se souvient clairement des voix de leurs insultes. La voix de Thédric se moquant de l'odeur pathétique de l'endroit, lui demandant pourquoi elle avait fait tout ce chahut au banquet alors que son père l'avait abandonné. Et elle se souvient du mensonge fondamental sur lequel ils avaient construit leur tromperie, celui où il disait que son grand-père l'avait mise sous probation indéfinie, répétant sarcastiquement dans son esprit, comme c'est pathétique. Elle saisit l'occasion et réutilise les mêmes mots qu'elle avait entendus de Thédric auparavant, disant sarcastiquement qu'elle doit connaître sa place, car après tout, elle n'est qu'une enfant bâtarde, puis continue avec fermeté. L'enfant illégitime que sa mère a eu après une liaison avec un prêtre barbare, Thédric est stupéfait en l'entendant, pensant avec choc et horreur que ce qu'elle dit est incroyable. Se demandant frénétiquement si elle a perdu la raison, Thédric lui crie dessus, en colère et choqué. À ce moment-là, la voix en colère du duc résonne dans le hall, appelant Thédric Frazé. Thédric se tourne pour trouver son grand-père, le grand-duc, dans un état de rage extrême et ne peut que murmurer au grand-père avec terreur. Le grand-duc le confronte, lui demandant sèchement si ce sont bien les mots qu'il vient de prononcer. Thédric essaie de reculer, balbutiant que ce qui s'est passé n'était qu'un malentendu. Thalia observe la situation avec satisfaction, pensant qu'il est temps que les vrais déchets goûtent à leur propre médecine. La scène passe à une explication d'une tradition dans la famille Frazé. Alors que chaque famille noble prestigieuse possède un bijou de famille, les membres de la famille Frazé reçoivent un magnifique et coûteux collier lorsqu'ils entrent pour la première fois dans la société. Bien sûr, Thédric n'était pas une exception à cette règle. De retour à la confrontation, le grand-duc appelle son petit-fils, Thédric Frazé, d'un ton terrifiant. Thédric crie de douleur en pensant que le duc allait le frapper. Son grand-père annonce sa punition, qu'il lui enlèvera pour l'instant l'honneur de Frazé qui lui avait été accordé, en faisant référence au collier. Après avoir terminé de punir Thédric, le grand-duc se tourne vers Tulria et appelle son nom, et elle le regarde avec espoir. Le duc annonce sa décision la concernant, qu'à partir de ce jour, elle résidera au siège principal de la famille. Elle se tient complètement choquée,
à peine capable de croire ce qu'elle vient d'entendre, se demandant avec étonnement comment elle a pu être invitée à rester au siège principal. Après la visite du grand-duc, beaucoup de choses ont changé. Le changement le plus notable fut la disparition du duo, Lilius et Thédric, qui cherchaient constamment à provoquer Tolria. Elle pense qu'ils ont probablement choisi de se cacher et de réfléchir à leurs actions jusqu'à ce que la colère du grand-duc se calme. Quant à elle, elle a été transférée au siège principal de la famille Frasé-Ducal. Elle regarde le palais immense avec émerveillement. En pensant à quel point c'est incroyablement immense vu en personne, elle se sent soulagée, réalisant qu'elle a réussi à survivre d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de ce jeu. Elle est conduite à sa nouvelle chambre, un espace spacieux et lumineux rempli de meubles luxueux. Elle s'exclame de joie, se demandant si c'est vraiment sa chambre. Un homme élégant confirme que c'est bien le cas, et elle s'émerveille de la beauté de la chambre, se demandant s'il est vraiment acceptable qu'elle ait toute cette splendeur pour elle seule. L'homme se présente comme Luc Kilbichet, l'assistant direct du grand-duc. Et lui demande gentiment de se sentir à l'aise et de considérer l'endroit comme chez elle. Elle le remercie. Tolria pense à sa chance. Dès que son confinement a été levé, elle a reçu cette merveilleuse chambre, ce qui montre à quel point le grand-duc est généreux. En plus de cela, il a assigné son aide directe pour l'accompagner. Elle se dit à elle-même que, puisque lui est si généreux, ce serait merveilleux s'il lui donnait aussi un budget. Luc interrompt ses pensées pour lui dire qu'il y a une chose de plus qu'il doit lui transmettre. Il lui présente une lettre, expliquant que c'est quelque chose que le maître de la maison lui donne. Mademoiselle Tolria. Elle demande avec inquiétude si cela vient du grand-duc. Elle se sent immédiatement méfiante, pensant que puisque son grand-père ne lui a pas encore complètement pardonné, cela pourrait être une lettre d'avertissement lui ordonnant de bien se comporter ou quelque chose comme ça. Mais Luc précise qu'il s'agit de sa pension mensuelle. Elle lui demande avec étonnement si c'est vraiment son allocation. Elle ouvre la lettre, regarde le chiffre écrit, et commence à compter les zéros sous le choc, passant des unités au million, jusqu'à atteindre un chiffre incroyable, 1 milliard. Elle regarde Luc avec incrédulité et lui demande si c'est vraiment sa pension. Il le confirme calmement d'un hochement de tête. Luc Kilboucher termine ses tâches, souhaitant à Lady Tolria un bon repos avant de prendre congé. Elle se retrouve seule, fixant d'un air hébété le papier confirmant le chiffre. Elle continue de penser qu'ils ont vraiment écrit 1 milliard. Elle réalise qu'elle est devenue riche. Soudain, un son de cloche provenant du système se fait entendre, la laissant perplexe et se demandant ce qui se passe. Une série de fenêtres système apparaît devant elle, annonçant successivement la mise à niveau de son statut de richesse. Elle s'exclame avec surprise et émerveillement. Elle se sent grandement soulagée, réalisant que son statut de richesse a enfin atteint 0, après avoir été dans le négatif. Cela est suivi par une autre fenêtre système, l'informant qu'elle a reçu le premier bonus de mise à niveau, qui est de 1000 pièces supplémentaires, portant son solde de pièces à 1000. Elle remarque également que sa note globale est passée de F- à F. La fenêtre du système continue de confirmer la réception de ces 1000 pièces et que sa note a atteint F. Elle se sent ravie. Surprise de recevoir un bonus de 1000 pièces, elle commence à réfléchir à la manière d'utiliser ce bonus. Elle se demande si elle devrait renforcer ses statistiques les plus faibles, comme la compétence ou la chance, ou si elle devrait simplement accumuler plus de pouvoir financier. Elle envisage également une autre option, investir tout dans la beauté, surtout que c'est déjà sa statistique de base la plus élevée. Elle se regarde dans le miroir et abandonne l'idée, pensant que son état actuel n'est pas si mal. Elle conclut que faire passer son niveau de beauté à ne lui apporterait probablement pas beaucoup d'avantages supplémentaires de toute façon. Elle essaie de coiffer ses cheveux, pensant qu'une simple touche ferait ressortir davantage sa beauté. Mais elle essaie de le coiffer d'une manière ou d'une autre, et remarque que le résultat semble incorrect et étrange. Soudain, ses cheveux se transforment en une masse sauvage et en désordre, comme si un désastre les avait frappés. Elle crie intérieurement de panique, se demandant pourquoi se coiffer a abouti à cette catastrophe. Elle regarde sa fenêtre de statistiques, qui montre que son statut de compétence est de -10, et réalise la vérité. Elle trouve cela incroyable, concluant que ce désastre s'est produit à cause de son statut de compétence absolument désastreux. Elle essaie frénétiquement de réparer ses cheveux, criant intérieurement que c'est un mensonge,
se demandant comment elle est censée se promener en ayant l'air de ça, exigeant que ses cheveux retrouvent leur apparence normale. Elle abandonne dans le désespoir, se sentant maudite. Elle commence à envisager sérieusement si elle devrait utiliser les 1000 pièces qu'elle a obtenues pour augmenter immédiatement la statistique de compétence. Mais elle rejette fermement cette idée, pensant qu'elle ne peut pas gaspiller 1000 pièces pour quelque chose comme ça. Elle pense que le gaspiller serait trop pitoyable et triste. Elle décide simplement d'attendre la servante, qui saura sûrement comment se coiffer correctement. Soudain, une nouvelle notification du système apparaît lui annonçant qu'elle a acquis 2 pièces, portant son solde à 1002. Elle se demande, perplexe, pourquoi elle a reçu 2 pièces. Elle continue de se demander pourquoi elle a soudainement reçu 2 pièces alors qu'elle n'a fait que transformer ses cheveux en balai. Une idée lui traverse l'esprit et elle réalise qu'elle a enfin compris la signification de l'augmentation des pièces. Elle se lève avec assurance, concluant que cela signifie que la valeur de ses efforts se transforme en pièces de monnaie. La scène se déplace vers le passé. Il y a plusieurs années, une Tolria plus jeune est montrée en train de s'incliner devant son grand-père, visiblement effrayé, en murmurant un salut troublé. Le grand-duc se remémore dans ses pensées. Elle bégayait, demandant de ses nouvelles. Il se souvient d'elle comme de la petite fille qui ne pouvait jamais le regarder droit dans les yeux. Il se souvient que son expression tremblait tellement qu'elle ne pouvait pas parler clairement. Et son expression ne montrait rien d'autre qu'une peur et une terreur absolue. Il continue à réfléchir, mais se souvient alors de la scène récente où elle lui a crié dessus à propos de vivre dans le luxe et trouve cette transformation vraiment bizarre. Il se demande ce qui a provoqué ce changement de cœur qui l'a poussé à agir ainsi. La scène revient au présent du grand-duc. Il accorde à quelqu'un la permission d'entrer et Luc entre. Luc s'excuse, puis l'informe que, comme ordonné, il a escorté Lady Tolria jusqu'à sa chambre. Le grand-duc lui dit qu'il a bien agi et apprécie ses efforts. Luc ajoute qu'il y a autre chose. Le grand-duc le regarde, se demandant ce que c'est. Il présente un panier couvert, expliquant que Lady Tolria lui a demandé de le lui remettre. Le grand-duc demande avec surprise si elle a fait cela. Luc confirme, en disant « Oui, votre grâce ». Le grand-duc contemple le cadeau qu'il a reçu, qui est un pot, et se demande à lui-même si ce qu'il contient est de la confiture. Pendant ce temps, Tolria réfléchit à ce qu'elle a réalisé lors de sa tentative infructueuse de se coiffer. Elle conclut que les anciens avaient raison. Il n'y a rien que l'on ne puisse faire si l'on continue d'essayer. Elle arrive à la première conclusion. Elle peut gagner des pièces peu importe le type d'effort qu'elle fournit. Elle se rend compte que gagner des pièces ne se limite pas à améliorer son apparence, mais inclut tout acte qui l'aide à devenir meilleure qu'elle ne l'est maintenant. C'est pourquoi elle croit avoir gagné des pièces même en essayant de se coiffer. Après cette découverte, elle commence à se demander ce qu'elle devrait faire ensuite et conclut que la réponse est simple. L'effort et la créativité mènent à l'innovation. Et de cela est née cette confiture maison. Elle se souvient que le grand-duc aimait les cadeaux faits main même dans le jeu. Par conséquent, elle élabore un plan. Si elle continue de lui offrir de la confiture faite maison, même si elle est mal faite, peut-être qu'un jour elle pourra gagner ses faveurs. Elle rit sardoniquement, réalisant qu'en raison de la pénalité de compétence et de sa faible note, ses cheveux et la confiture qu'elle fait sont des désastres. Mais elle se console en se disant que ce n'est que de la confiture, et que le grand-duc ne la mangera de toute façon pas. Elle se rend compte qu'il y a une limite à ce qu'elle peut gagner de cette manière. Elle se sent frustrée que ce soit le moment où elle a besoin d'aide. Mais elle n'a même pas de femme de chambre personnelle. Elle en déduit que c'est probablement à cause du baron Lilius, qui gère toutes les affaires de la famille. Elle élabore un plan pour tirer parti de cette situation. Elle se rend compte que les serviteurs parleront certainement de son état. Puisque Lilius se soucie de la réputation de la famille, il sera finalement contraint de lui envoyer une servante, atteignant ainsi 2 objectifs à la fois. Elle est montrée en train de présenter le panier de confiture à Luc avec un large sourire, lui disant joyeusement qu'elle compte encore sur lui aujourd'hui. Luc lui demande doucement si elle a encore fait de la confiture maison aujourd'hui. Elle confirme avec enthousiasme, ajoutant qu'elle doute que son grand-père le mange de toute façon. Luc pense en lui-même que le grand-duc ne prête généralement pas beaucoup d'attention à de tels cadeaux, mais il hésite à terminer sa pensée. Il se racla la gorge avec embarras en voyant l'état désordonné de ses cheveux de derrière.
Il suggère qu'il retourne bientôt dans sa chambre, expliquant que la réunion touche à sa fin et que les gens commencent à se disperser. Elle acquiesce et se prépare à retourner. Talia remercie Luc de l'avoir accompagnée. Comme elle s'y attendait, deux servantes commencent à chuchoter à son sujet. L'une demande à l'autre si elle a vu les cheveux de Lady Tolria. L'autre confirme qu'elle l'a vu, se demandant pourquoi cela ressemble à une explosion. La première servante demande si le baron Lilius ne lui a vraiment pas assigné de servante. La deuxième répond que peut-être cette rumeur est vraie. La servante révèle la rumeur selon laquelle le baron Lilius envie secrètement son frère aîné. La première servante conclut avec choc que c'est la raison pour laquelle il persécute sa nièce. La deuxième servante confirme ces paroles, en soulignant à la première qu'elles n'ont vu aucun domestique entrer dans la chambre de Lady Tolria depuis son arrivée, ce qui convainc l'autre de la véracité de la rumeur. Plus tôt, une dame, l'épouse de Lilia, se montrait, se demandant avec colère comment cette fille, Tolria, qui a perdu sa mère et qu'ils ont nourrie et abritée, ose oublier sa place et nuire à son fils, Tedric. L'identité de la dame est révélée. Elle est Aubrey Frazé, la femme du baron Lilia. Aubrey trouve la situation inacceptable et ordonne à l'une des servantes d'aller donner à Tolria une leçon suffisante pour lui faire rappeler sa véritable place. Elle ajoute que si Tolria a un brin d'intelligence, elle comprendra le message. La servante s'incline et répond « Oui, madame ». La servante assignée à la tâche sourit sournoisement, jurant à Tolria qu'elle lui fera regretter d'avoir terni la réputation de Lord Lilia. La servante arrive dans la chambre de Tolria et lui dit qu'il est temps de dîner. Elle lui accorde l'entrée. Quand elle voit la nourriture, elle exprime son admiration pour à quel point cela a l'air délicieux, remerciant la servante et lui assurant qu'elle mangera bien. Elle se sent heureuse que son plan ait fonctionné exactement comme elle l'avait prévu. Il semble que Lilius se soucie des apparences. Il lui a enfin envoyé un repas décent. Elle remarque qu'une servante est venue avec le repas cette fois-ci, et en mangeant, elle pense avec bonheur qu'elle peut enfin lui demander de lui coiffer les cheveux. Mais elle s'arrête soudainement, ressentant une douleur aiguë dans la bouche et se demande avec choc. Qu'est-ce que c'est ? Elle regarde l'assiette devant elle, se demandant si elle a mordu quelque chose de dur. Elle recrache de petits morceaux, réalisant avec horreur qu'il s'agit d'une pierre. Elle crache la pierre et réalise immédiatement que c'est l'œuvre de la servante. Elle se demande si la servante agit sur ordre ou simplement par haine pour Tolria. Quoi qu'il en soit, elle réalise que traiter la seule nièce du grand-duc de cette manière est dangereux et se demande si elle devrait exposer le coupable. Soudain, ses pensées sont interrompues par une voix qui appelle son nom, demandant ce qui ne va pas chez elle. Elle se retourne, surprise. Elle reconnaît le nouvel arrivant. C'est Aubrey, la femme de Lilius. Elle se demande pourquoi elle est ici. Aubrey remarque la nourriture, en soulignant qu'elle la voit en plein dîner. Aubrey ajoute qu'elle a entendu dire que sa nièce était arrivée, alors elle a décidé de rendre visite. Puis elle regarde les pierres à côté de l'assiette et commente d'un ton sarcastique qu'il semble que quelqu'un a joué un vilain tour. Tolria réalise immédiatement que cela doit aussi être l'œuvre de Lilius et de sa femme. Elle se souvient de ce qu'elle a traversé. Elle pensait pouvoir tout endurer, même quand on ne lui servait que des pommes au lieu de repas, et même quand elle était laissée seule sans aucun serviteur. Elle croyait que peu importe la cruauté de Lilius, elle pouvait endurer. Mais cet acte, mettre des pierres dans sa nourriture, est au-delà du pathétique, et elle sent qu'elle ne peut plus les prendre au sérieux. Aubrey appelle Tolria et s'avance vers elle. Elle pense avec étonnement, se demandant pourquoi Aubrey s'approche d'elle maintenant, après toute cette tourmente. Elle continue à penser avec colère. Comment Aubrey ose-t-elle lui montrer de la colère ? Elle est surprise de voir Aubrey s'effondrer au sol, pensant à quel point la situation est ridicule. Tolria est surpris par la réaction. Alors que l'attitude d'Aubrey change complètement en un instant. Aubrey crie sur la servante après lui avoir donné une gifle, lui demandant comment elle ose commettre une telle saleté contre sa précieuse nièce. Elle reste stupéfaite, se demandant ce qui se passe. Elle était sûre qu'Aubrey la blâmerait, et se demande ce changement étrange. La servante est montrée tremblant de peur, essayant de balbutier qu'elle était juste, mais Aubrey l'interrompt brusquement, lui criant dessus « Comment oses-tu parler ?» Aubrey se tourne vers Tolria avec un ton faussement doux, exprimant des regrets pour la frayeur qu'elle a dû ressentir.
Elle demande à Tolria ce qu'elle doit faire de cette servante, lui assurant que, comme toujours, elle fera tout ce que Tolria désire. Ces mots éveillent ses soupçons. Elle se demande pourquoi Aubrey agit soudainement de cette manière et pourquoi elle a fait cette offre de réaliser ses souhaits. Elle réalise qu'Aubrey n'est pas venu jusqu'ici simplement pour prendre de ses nouvelles, et conclut qu'elle doit avoir un motif caché. Tolria décide de tester la situation. Elle dit à sa tante Aubrey qu'elle est celle qui gère le foyer, donc elle lui laissera le soin de s'en occuper, mais elle ajoute une condition. Elle ne veut plus voir de violence dans cette pièce précieuse que son grand-père lui a donnée. Aubrey sourit sournoisement, demandant si c'est ce qu'elle veut, puis acquiesce en disant « D'accord ». Immédiatement, elle se tourne et ordonne aux gardes de traîner cette servante insolente au donjon. Les gardes obéissent immédiatement. Elle est de nouveau choquée. Se demandant pourquoi Aubrey aurait banni une servante, elle est sûre qu'elle s'est plantée elle-même. Le donjon est une punition trop sévère. La servante est traînée en hurlant, suppliant Madame Aubrey d'attendre, affirmant qu'elle a été piégée. Elle continue de crier qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres. La servante continue de crier alors qu'elle est traînée, suppliant la jeune demoiselle, Tolria, de l'écouter et de la sauver, répétant qu'elle a été piégée avant que la porte ne se referme violemment derrière elle. Aubrey se tourne vers Tolria, versant de fausses larmes, prétendant avoir envoyé la servante pour servir Tolria, et que son cœur de tante se brise parce que la servante a fait une telle chose. Tolria regarde cette scène, pensant qu'Aubrey est celle qui l'a envoyée, et maintenant elle se débarrasse d'elle. Elle se demande ce qu'Aubrey prévoit. Elle continue son numéro, disant que le poste de bonne ne peut pas rester vacant. Dans ce cas, elle propose de recommander une nouvelle servante pour Tolria. Aubrey annonce avec enthousiasme qu'elle connaît de bons talents. Tolria réalise à ce moment-là ce qui se passe, comprenant la véritable raison derrière l'élimination facile de la première servante par Aubrey. L'image devient claire dans son esprit. Aubrey était inquiète pour le grand-duc, donc elle n'a pas pu placer sa vraie servante dès le début. Au lieu de cela, elle envoya une servante jetable pour créer un prétexte afin de harceler Tolria. Elle se retrouve dans une impasse, réfléchissant à la manière de refuser cette offre. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas simplement refuser. Il y a trop de choses à prendre en compte. Aubrey applaudit des mains, ordonnant que les candidates au poste de première servante soient amenées. 2 servantes entrent. Aubrey lui dit qu'elle pensait que ces 2-là pourraient bien la servir et lui demande de choisir l'une d'entre elles comme première femme de chambre. Aubrey présente la première servante, expliquant qu'elle s'appelle Rilda et qu'elle vient d'une famille noble où son père détenait le titre de baron. Puis elle présente la deuxième servante, qui se présente comme Adèle, et Aubrey la décrit comme vive d'esprit et perspicace. Elle ajoute que cette description ne s'applique qu'à son origine des terres frontalières. Tolia est choquée, se demandant avec confusion ce qu'Aubrey vient de dire, répétant le terme frontière à elle-même. Elle se rappelle la définition des terres frontalières, un endroit également connu sous le nom de terre abandonnée par les dieux, une vaste terre désolée située à l'extrême est de l'Empire. C'est une sorte de bidonville, et des rumeurs circulent selon lesquelles il serait infesté d'hérétiques et de cannibales. Elle se rend compte qu'Aubrey fait ce choix délibérément. Dans le raffinement élevé. Société où l'origine d'une servante est importante, amener quelqu'un des terres frontalières est un acte très évident destiné à l'empêcher d'être choisi. Il était clair que Rilda était celle qu'Aubrey voulait qu'elle choisisse. Elle pense que son ancien moi, la Tolria d'origine, aurait choisi Rilda sans hésitation. Elle hésite, réalisant que si elle choisit Adèle, sa réputation pourrait être affectée à cause de celle de sa servante, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses statistiques. Elle est confuse quant à la meilleure chose à faire dans cette situation. Soudain, une nouvelle fenêtre système qu'elle n'avait jamais vue auparavant apparaît, offrant une option de visualisation de profil. Elle se rend compte que si elle vérifie les 2 profils, elle saura définitivement qui choisir. Elle décide de commencer par le profil d'Adèle. Le profil montre qu'Adèle a 40 ans, vient des terres frontalières, a commencé à servir dans la maison ducale de Phrasé à l'âge de 20 ans et a montré une performance de travail exceptionnelle. Elle voit que ce n'est pas très différent de l'explication qu'Aubrey a donnée, mais elle remarque un bouton dédié au secret. Elle hésite un moment, se demandant si appuyer sur voir plus lui coûtera automatiquement des pièces comme une sorte de piège, mais elle décide qu'elle n'a rien à perdre et appuie. Le secret est révélé.
Le secret caché d'Adèle est qu'elle est la sœur cadette cachée de l'aide du grand-duc, Luc Kilboucher. Des informations supplémentaires indiquent que Luc Kilboucher ressent une immense culpabilité envers Adèle. Elle est extrêmement choquée, se demandant avec étonnement et incrédulité comment Adèle pourrait être la sœur cadette de Luc. Elle se concentre sur l'information supplémentaire indiquant que Luc ressent une immense culpabilité envers Adèle. Tolria appelle sa tante Aubrey. Aubrey lui demande avec enthousiasme si elle a choisi, suggérant que Rilda serait sûrement mieux et conviendrait à sa dignité. Elle lui répond par un non. Elle sourit et annonce qu'elle choisira Adèle comme sa première servante. La scène se déplace plus tard, où Adèle peigne les cheveux de Tolria. Adèle dit à mademoiselle Tolria que la partie emmêlée est partie, et elle la remercie pour son travail acharné. Elle la remercie. Elle pense qu'Adèle est bonne dans son travail et aussi gentille, ce qui la met à l'aise. Elle se demande si c'est parce qu'elle et Luc sont frères et sœurs. Tolria pense qu'après avoir nommé Adèle, Aubrey et toutes les autres servantes étaient stupéfaites et n'ont rien pu dire. Elle conclut qu'ils étaient probablement choqués qu'elle ait choisi une servante des terres frontalières. Mais pour elle, dès qu'elle a vu les paramètres de profil d'Adèle, son origine n'avait plus d'importance. Elle se demande comment elle n'a pas pu choisir la sœur cachée de Luc Kilboucher. Cette information lui serait sûrement utile. Elle se demande quelle est la nature de cela. La culpabilité que Luc ressent envers sa sœur. Elle est ravie que ses cheveux soient redevenus normaux, pensant qu'elle peut enfin se promener avec des cheveux décents et qu'elle est de retour à son ancien moi, et qu'elle a même l'air mieux qu'avant. Elle soupire, souhaitant que les choses restent calmes comme ça. Elle pense qu'elle n'arrive pas à croire comment le problème du statut de richesse, qui semblait être le plus grand obstacle, a été résolu si facilement. Elle considère comme une chance que le couple Lilius ait été aussi stupide. Elle décide d'augmenter le reste de ses statistiques une par une, réalisant que la seule chose qui lui restait son mauvaise réputation. Elle se rend compte que peu importe combien elle essaie d'augmenter ses statistiques, elle ne pourra pas obtenir une note A si tout le monde la déteste. Pour améliorer sa réputation, elle doit entrer dans l'épisode principal et résoudre des incidents, tout comme Kuriko l'a fait. Cela signifie inévitablement qu'elle devra rencontrer les personnages masculins principaux de l'histoire. Elle pense qu'elle doit au moins leur laisser une impression, même si elle ne vise pas à augmenter leur niveau d'affection pour elle. Et pour pouvoir les rencontrer, elle doit pouvoir se déplacer librement, ce qui nécessite qu'elle obtienne le collier de lignée directe. Elle se rend compte que son bal de débutante est encore trop loin, alors elle doit trouver une autre solution. Elle se demande si elle devrait essayer d'augmenter le niveau d'affection du grand-duc, puis lui demander le collier. Elle se souvient qu'à l'époque de Koriko, plus son niveau d'affection était élevé, plus il était facile de lui demander des faveurs. Elle cherche un moyen rapide d'augmenter son niveau d'affection. Une option est de présenter de grandes quantités de confitures faites maison, mais il y a une limite à ce qu'elle peut faire en une journée. De plus, Adèle ne restera pas là à la regarder s'épuiser à faire de la confiture et lui demandera de se reposer. Tolria pense que si elle offre au duc de la confiture faite par Adèle, le cadeau perdra son sens féminin, le grand-duc remarquera qu'elle ne l'a pas faite elle-même, et ainsi son niveau d'affection ne montera pas. Et il pourrait même penser que ce n'est certainement pas fait par Tolria. Tolria continue de réfléchir, se demandant comment augmenter le niveau d'affection du grand-duc. Elle se demande si elle devrait essayer d'exploiter un événement à venir à son avantage. Elle se souvient que l'événement le plus proche est la réunion concernant les plans de statut. Les événements clarifient que les plans de statut étaient des terres que les joueurs devaient acquérir pour voir la fin du jeu. C'était aussi l'endroit où Lilius et le troisième fils, Phrasénigella, ont poussé fort pour établir un projet de ranch équestre. Bien sûr, elle se souvenait que l'histoire du jeu avait clairement indiqué que le projet de ranch équestre avait échoué misérablement. Cela lui donne une idée, et elle se demande ce qui se passerait si elle votait contre le projet lors de la réunion. Elle conclut que le projet du ranch équestre échouera de toute façon. En s'y opposant, elle protégera cette terre et évitera une perte pour la famille Phrasé. Elle voit cela comme une opportunité de montrer son côté diligent en empêchant cette perte. De plus, elle prévoit de montrer son côté capable dans les affaires familiales pour augmenter leur niveau d'affection envers elle. En plus de tout cela, elle se souvient qu'elle a aussi le droit de l'utiliser, le droit de vote, et elle est convaincue que si elle l'utilise, elle peut vaincre ses oncles. Mais elle sourit sournoisement,
réalisant qu'il y a un obstacle. Elle ne peut pas aller à une réunion de cette importance avec ses statistiques actuelles. Elle se demande si elle devrait utiliser les pièces qu'elle avait économisées. La scène se déplace vers la salle de réunion du palais du Grand-Duc. Lilius pense qu'aujourd'hui est enfin le jour de prendre le contrôle des plans de statut. Il commente au représentant du comte à ses côtés, en notant qu'il a fallu beaucoup de temps pour mettre cette affaire à l'ordre du jour du conseil. Le représentant de Neuville-Phrasé, acquiesce mais exprime des hésitations. Il demande si c'est juste, en lui rappelant que c'était la terre que la défunte grande-duchesse chérissait tant. Il imagine que son Altesse, le Grand-Duc, aurait pu envisager d'annuler le vote à cause de cela. Il rit sarcastiquement, disant au représentant qu'il ne connaît pas bien son père. Il explique que son père et sa mère étaient pratiquement des ennemis mortels, célèbres pour leur hostilité. Il demande sarcastiquement si le représentant pense vraiment que son père se soucierait de ce qui arrive à la terre que sa mère aimait. Il continue en disant que tout ce qui compte, c'est d'étendre leur entreprise et de gagner les faveurs de l'impératrice. Le représentant note qu'ils semblent être les seuls membres de la famille directe présents aujourd'hui. Il le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, confirmant qu'il n'y aura pas de vote nul. Il sourit avec confiance, déclarant que les votes d'approbation gagneront facilement la majorité. À ce moment-là, l'arrivée de son Altesse, le Grand-Duc, est annoncée. Le duc entre et s'assoit sur son trône. Lilius salue rapidement son père, lui souhaitant un bon matin et lui demandant s'il a bien reposé la nuit dernière. Le Grand-Duc ignore le salut et ordonne froidement à tout le monde de s'asseoir. Puis il annonce le début de la réunion. Le président de séance commence les délibérations, annonçant que ce conseil se réunit en l'honneur de la famille Phrasé. Il demande à tous les participants de jurer et de s'engager à maintenir la dignité qui convient à leur lignée directe. Il écoute avec sévérité et regarde le siège vide à côté de lui. Un rapide souvenir de sa défunte épouse appelant son nom, assis, traverse son esprit. Il fronce les sourcils et serre la main avec force, affecté par le souvenir. Le président continue, annonçant qu'ils vont maintenant passer à la session de vote d'urgence. Il précise que les participants sont deux représentants, Lilius Phrasé et le mandataire de Nigella Phrasé. Soudain, une voix interrompt les procédures, leur demandant de patienter un instant. Lilius et le Grand-Duc se retournent avec surprise. La voix s'excuse pour le retard. Tolria Phrasé entre dans la salle, annonçant sa présence à la réunion du conseil de la lignée directe. Elle s'excuse, expliquant que c'est la première fois qu'elle cherche la salle du conseil, et qu'elle s'est donc perdue. Le président l'accueille, confirmant que tout va bien, et que tout descendant direct de la famille Phrasé a le droit d'assister à cette réunion. Elle le remercie. Lilius la regarde avec une colère intense, se demandant ce que cette faiseuse de troubles fait ici soudainement, et ce qu'elle prévoit maintenant. Le représentant de Nevla chuchote à baron Lilius, lui disant de se calmer. Le représentant le rassure en lui disant que même si cet enfant vote contre eux, cela ne changera rien. Il confirme que les votes d'approbation formeront de toute façon une majorité, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il se calme, convaincu que la représentante a raison. Il se dit qu'il ne sait pas ce que cette idiote prévoit en montrant son visage, mais il est sûr qu'elle ne peut vraiment rien faire. Il décide que si elle commence à dire des absurdités, il ordonnera qu'on la mette à la porte et jure qu'il la fera regretter d'être venue. Le président annonce officiellement qu'il y a 3 membres directs de la famille présents, puis déclare la réunion ouverte. Le président explique que l'ordre du jour concerne l'autorisation de développement commercial sur les plans de statut. Selon le droit de la famille, il demande à ceux qui sont en faveur de lever la main. Lilius et l'autre représentant lèvent la main tandis qu'il remarque que Tolria n'a pas levé la sienne. Il pense sarcastiquement que cela n'a pas d'importance. Son vote ne représente qu'une seule personne et se demande quelles pensées absurdes elle a apportées avec elle. Il s'adresse à elle, soulignant sarcastiquement qu'il semble que sa nièce s'oppose au développement des avions de statut. Elle sourit et confirme, bien sûr, et qu'elle s'y oppose naturellement. Il commente froidement que sa réponse est audacieuse tandis que le Grand-Duc reste silencieux. Il ajoute moqueusement, en demandant si elle sait même où se trouvent les avions de statut. Ajoutant qu'il est curieux d'entendre sa raison,
Elle répond avec un sourire calme, expliquant que le président a déjà expliqué l'emplacement avant le début de la réunion et que son oncle n'a probablement pas écouté. Il est choqué par sa réponse cinglante et reste sans voix. Elle continue avec un sourire, confirmant qu'il a demandé la raison de son opposition, n'est-ce pas? Elle commence à présenter son argument, expliquant que les terrains sont humides et mous, ce qui les rend inadaptés à l'élevage de chevaux. Elle ajoute que malgré sa situation centrale et sa facilité de connexion avec la capitale, sa superficie est trop vaste, ce qui signifie que les bénéfices du développement seraient minimes par rapport à la taille de l'investissement. Puis elle leur demande avec un sourire sournois s'ils ont pris en compte le coût d'accueillir les nobles qui visiteraient le site. Elle se réjouit intérieurement, considérant cela comme un succès éclatant, et pense que sa décision d'augmenter ses statistiques la nuit dernière était géniale. Un flashback de la nuit dernière apparaît, où elle a utilisé ses pièces et le système a annoncé un point de compétence acquis et une pénalité de compétence supprimée, lui laissant 993 pièces. Elle a remarqué que faire monter la compétence ne coûtait pas autant de pièces qu'elle le pensait. Elle se sentait satisfaite, pensant qu'après avoir augmenté ses statistiques, elle ne ferait plus les mêmes erreurs verbales qu'avant. Une nouvelle fenêtre système est apparue, annonçant l'ouverture du magasin Skillstat, lui permettant d'acheter des titres liés aux compétences. Elle était surprise par ce nouveau système, notant qu'il n'était pas dans le jeu original, et se demandait si c'était une fonctionnalité exclusive à Toria. Elle ouvrit le magasin et vit de nombreuses options disponibles, comme maître des mots, expert en confiture maison, et encyclopédie vivante. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait acheter et utiliser ces titres à partir de maintenant. Elle a trouvé ce qui lui convenait parfaitement et a décidé d'acheter 2 compétences en préparation pour la réunion de demain. Les compétences qu'elle a choisies étaient maître des mots et encyclopédie vivante. Elle considérait que la compétence encyclopédie serait très utile pour quelqu'un comme elle qui ne connaît pas bien ce monde. Les compétences lui ont coûté 200 pièces, mais elle ne le regrettait pas. Les descriptions des compétences expliquent que maître des mots ajoute 10% de pouvoir de persuasion à la parole et réduit la chance de dire quelque chose de faux. Et Walking Encyclopedia accorde des connaissances générales dans tous les domaines. De retour à la réunion, Lilia frappe la table avec colère, criant sur Tolria, lui demandant ce qu'elle pourrait bien savoir. Il continue à crier que la terre a été inspectée personnellement par Sa Majesté l'impératrice et qu'elle a accepté de fournir des chevaux pour le projet. Il l'accuse d'oser défier Sa Majesté personnellement. Elle répond calmement et avec assurance, utilisant sa nouvelle compétence, en demandant à son oncle si l'autorité sur l'ensemble du projet équestre n'appartient pas uniquement à Sa Majesté l'Empereur. Il balbutie sous le choc, se demandant comment elle pourrait savoir une chose pareille. Elle sourit, appelle son nom et lui conseille de ne pas être si obsédé par la famille impériale qu'il abandonne la fierté de la famille Phrasé. Il entre dans une colère noire, l'appelant insolente et se demandant comment elle ose parler à son oncle de cette manière. Elle ignore Lilius et s'adresse directement à son grand-père. Elle lui dit que ce plan ne fera que ternir l'honneur de la famille et déclare son opposition à l'utilisation commerciale des avions pour le moment. Lilius intervient dans une panique, suppliant son père de ne pas prêter attention aux paroles de cet enfant. Il insiste sur le fait qu'ils ont déjà 2 voix de soutien, ce qui est la majorité, et que l'opinion d'une petite fille ignorante ne signifie rien. Elle l'interrompt calmement, lui disant qu'il se trompe. Elle explique qu'en vertu du droit de la famille, ils sont autorisés à voter par procuration au nom des membres directs de la famille lors des réunions du conseil. Elle ajoute sarcastiquement que cette affaire ne le concerne probablement pas, puisque son fils Tedric est toujours sous suspension disciplinaire. Puis, Toria Phrasé porte le coup de grâce, annonçant qu'elle, au nom de son père et de ses frères jumeaux, membres de la famille Marquis, elle émet un total de 4 votes, tous opposés à la proposition. Elle conclut sa présentation en demandant si quelqu'un a des objections. Le président annonce qu'il va déclarer les résultats immédiatement. Le président annonce que le résultat de la réunion concernant l'autorisation de l'utilisation commerciale des avions de statut est un total de 2 votes en faveur et un total de 4 votes contre. En conséquence, la réunion se termine par le rejet de l'utilisation des avions. La réunion se termine. Lilius ressent une colère écrasante, leur disant que c'est ridicule. Il continue à crier que cela ne peut pas arriver et que son apparition soudaine à la réunion et l'utilisation de ce stratagème est absurde. Le grand-duc appelle son fils Lilius.
Il lui demande froidement s'il vient de décrire la loi familiale comme un stratagème. Il se rétracte immédiatement, balbutiant qu'il ne voulait pas dire cela. Il est obligé de s'excuser. Elle se sent victorieuse, pensant que cela valait vraiment la peine d'obtenir le titre de compétence. Elle pense que l'important maintenant est de savoir si cet acte a augmenté le niveau d'affection du grand-duc pour elle. Elle essaie de lire les expressions de son grand-père mais n'y arrive pas, donc elle ne sait pas ce qu'il pense. Elle remarque que la fenêtre du niveau d'affection apparaît et disparaît toute seule, se demandant si elle devrait acheter une fonctionnalité avec des pièces plus tard pour pouvoir la voir. Le grand-duc l'appelle. Elle se lève et répond, lui demandant ce qu'il veut. Il lui ordonne de le suivre, puis se lève et quitte la salle. Elle le suit, se demandant ce qu'il a à dire qui nécessite de changer de lieu. Le grand-duc entre dans une pièce incroyablement luxueuse. Elle est stupéfaite par l'opulence de l'endroit et se demande quelle est la nature de cette pièce. Elle pense qu'elle ne croit même pas que Koriko ait déjà vu cette pièce, malgré ses errances dans presque toutes les pièces du palais. Elle remarque que la pièce ne semble pas avoir été utilisée, avec presque aucune trace d'utilisation. Elle se demande pourquoi le duc l'a amenée dans un endroit comme celui-ci. Elle rassemble son courage et demande à son grand-père pourquoi ils sont ici. Le grand-duc s'adresse à elle, en soulignant qu'elle n'a assisté à aucune réunion pendant tout ce temps, et pourtant il se demandait comment elle savait qu'elle pouvait utiliser le vote par procuration. Elle hésite légèrement. Pensant à elle-même s'il la soupçonne parce que ce comportement est différent de l'original, Tolria. Mais elle décide rapidement que cette situation est meilleure. Pour une petite fille agissant différemment de son image habituelle, il vaudrait mieux qu'il pense qu'elle a étudié sérieusement à part. Elle répond qu'elle a lu un livre sur le droit de la famille dans la bibliothèque du bâtiment principal il y a longtemps, et qu'elle se souvient de ce qu'elle a lu à l'époque. Le grand-duc semble quelque peu surpris, répétant ces mots, se demandant si elle a lu un livre sur le droit de la famille. Il lui demande soudain à quelle génération de la famille phrasée appartient le duc, et quand la famille a été promue d'un duché à une grande-duché. Elle répond que c'est la 17e génération, et que la promotion a commencé à partir de la 5e génération, l'Orsolé phrasé, qui a vaincu les barbares, déchiffré la langue ancienne et découvert un os de dragon. Elle est intérieurement agacée par sa suspicion, pensant qu'il est un homme si sévère qu'il doute même de sa lecture d'un livre. Il aurait simplement pu féliciter sa petite fille pour avoir lu un livre qu'elle n'avait jamais lu auparavant. Cependant, elle se sent soulagée que les questions posées par le duc soient dans la plage passive de ses compétences. Elle pense à quel point la situation aurait été injuste si elle avait connu la réponse mais n'avait pas pu répondre à cause des faibles statistiques de l'original Toria. Le grand-duc lui dit qu'elle l'a surpris plusieurs fois aujourd'hui. Elle soupire de soulagement, sentant que les soupçons se sont dissipés pour l'instant. Il continue, disant que l'insubordination qu'elle a commise aujourd'hui était la plus surprenante, en faisant référence à son cœur audacieux en renversant le résultat du vote contre ses oncles en public. Il décrit son acte comme très audacieux. Elle devient tendue. Elle réalise que pour le duc, qui valorise la hiérarchie et la famille, ses actions pourraient en effet sembler de l'insubordination. Le grand-duc conclut son discours en disant qu'il va fermer les yeux sur ce qu'elle a fait aujourd'hui parce que c'est la première fois. Mais il l'avertit qu'à partir de la prochaine fois, elle se tiendra devant son grand-père, se demandant s'il est curieux de connaître la raison qui l'a poussé à agir de cette manière. Un regard déterminé apparaît dans ses yeux. Elle pense qu'elle n'a pas l'intention de s'excuser et de s'arrêter là. Elle n'a pas fait cela avec une résolution à moitié prise. Elle continue de penser qu'elle a encore beaucoup à dire, et elle dira tout ce qu'elle doit dire avant de partir. Elle commence son discours en admettant qu'elle est bien consciente d'avoir commis un acte de désobéissance envers ses oncles, mais elle affirme qu'elle y a été contrainte. Elle explique qu'elle a dû préparer un moyen de se protéger, même si cela signifiait aller aussi loin. Le grand-duc a l'air surpris et lui demande de quoi elle parle, répétant le mot protection avec confusion. Elle lui répond calmement que la raison est qu'elle n'a ni père ni mère pour la protéger. Le grand-duc semble profondément affecté en entendant ces mots. Elle continue d'expliquer sa situation. Elle lui rappelle que, comme il le sait, elle a été trompée par son oncle Lilius auparavant et n'a pas reçu de protection adéquate. Pour éviter que cela ne se reproduise, elle a besoin de sa propre force, mais elle souligne qu'elle n'a pas encore atteint sa majorité et n'a donc pas le droit d'agir librement.
Elle explique que ses frères jumeaux ont déjà établi leur position et reçu le collier de lignée directe, leur permettant de se protéger pleinement. Quant à elle, elle est encore loin de son bal de débutante officielle. Elle révèle son véritable motif. Elle l'a fait en espérant que si elle empêchait une perte pour le duché et gagnait la reconnaissance de son grand-père, il pourrait lui accorder une chance d'obtenir le collier de la lignée directe. Le grand-duc répond calmement qu'il comprend. Elle est choquée par sa réponse. Le duc se corrige, lui demandant de ne pas le forcer à répéter les mots qu'il a dit plus tôt. Il précise que bien qu'elle ait fait quelque chose de bénéfique pour la famille, elle a créé une rupture dans le lien entre les membres de la famille. Il ajoute sévèrement qu'en ce qui concerne le collier de lignée directe, le lui accorder maintenant est contraire à la loi familiale et ne peut pas être fait. Puis il déclare que la conversation est terminée. Il lui ordonne de quitter la pièce immédiatement. Elle se tourne pour partir, pensant qu'il semble difficile de le persuader davantage, et qu'elle doit attendre la prochaine occasion. Elle continue à réfléchir en partant, notant que, étant donné qu'il la réprimandait, il est étrange qu'elle n'ait pas été punie séparément. Soudain, elle entend un bruit de sonnerie. Elle est surprise et se demande si c'est une notification de la fenêtre de statut. La fenêtre du système apparaît annonçant que le niveau d'affection du duc augmente considérablement, passant de 30% à 50%. Elle est extrêmement choquée, se demandant avec incrédulité ce que le système a dit, répétant avec incrédulité que le niveau d'affection a atteint 50% et que cette augmentation se produit en ce moment même. Une autre fenêtre du système apparaît, expliquant qu'atteindre un niveau d'affection de 50% avec Aziphrasé accorde un avantage spécial, une vidéo intitulée « L'anneau perdu ». Elle pense avec excitation que même si elle ne sait pas ce que c'est, ça doit être quelque chose d'utile. La vidéo commence à jouer. Elle se demande, perplexe, ce qui se passe, réalisant que ce qu'elle voit, c'est le duc Asie quand il était jeune. La vidéo confirme que la scène date de plusieurs décennies, montrant Aziphrasé à l'âge de 19 ans. L'entrée de la mariée, Lizzie et Marbian, de la famille royale du continent d'été est annoncée. La narration explique que le duc et la duchesse, qui se sont rencontrés par un mariage politique forcé, étaient célèbres pour leurs mauvaises relations même avant le mariage, et on disait qu'ils cherchaient à se détruire mutuellement. Cependant, la narration révèle que ce n'était qu'une rumeur infondée répandue parmi les gens du commun. La vérité est qu'il y avait une histoire cachée, complètement différente de ces rumeurs. Lysian Marbian était la princesse du continent d'été. Avant de devenir la grande duchesse, Lysian était une princesse possédant les qualités d'une dirigeante sage et noble. Elle se souciait de son peuple plus que quiconque, et ses multiples talents l'ont amenée à rêver un jour de devenir la reine de sa nation. Les gens l'adoraient pour sa sagesse et sa gentillesse. Et il semblait naturel qu'elle devienne la reine du continent d'été, mais les rêves ne correspondent que rarement à la réalité. Beaucoup ignoraient la jeune princesse ou tentaient de la réprimer parce que les femmes royales n'étaient que des outils pour sécuriser des alliances entre nations. Et Lysian n'était pas une exception à cette règle. La vidéo continue de révéler le passé de la défunte grande duchesse, Lysian. Il montre qu'elle a refusé et résisté à ce destin, au mariage politique, à plusieurs reprises, et qu'elle a même lutté désespérément pour changer son destin, même si cela signifiait se préparer à une guerre civile. Mais à la fin, Lysian a perdu la bataille pour le trône. Il devient clair que la raison pour laquelle Aziphrasé, le jeune duc, l'a épousée était purement pour son statut royal. Elle l'a contacté uniquement pour assurer une succession stable au titre. Bien sûr, du point de vue de Lysian, cette offre était loin d'être la bienvenue. La narration se demande comment quelqu'un peut être heureux en empruntant un chemin si éloigné de son rêve. Malgré son refus catégorique, le mariage politique lui a été imposé, et ainsi elle est devenue Lysian Phrasé, la narration se demandant à nouveau comment un mariage non désiré pouvait apporter le bonheur. Lysian, qui était autrefois une femme d'action, s'est transformée en oiseau en cage. Elle a succombé à l'impuissance et a rapidement cessé de manger, s'isolant du monde après le mariage. Une des servantes apparaît dans la vidéo, suppliant sa maîtresse Lysian de manger quelque chose, la mettant en garde qu'elle tombera vraiment malade si elle continue comme ça. Lysian regarde par la fenêtre et demande des nouvelles de cet avion qu'elle voit dehors. La servante répond, expliquant que ce qu'elle voit par la fenêtre s'appelle les plans de statue. Lysian répète le nom, notant que cet endroit ressemble à sa patrie.
et que c'est un paysage avec lequel elle ressent une étrange familiarité. Lysian commente qu'ils sont magnifiques, tout comme elle l'avait entendu. Après son mariage misérable, son seul plaisir devint de contempler les vastes plaines à travers sa fenêtre, en observant les paysages et les fleurs en fleurs. Et là, elle parvint à retrouver un léger sourire. Le jeune Asie apparaît, lui suggérant, puisqu'elle aime tant cet endroit, de visiter les plaines elles-mêmes. Il ajoute qu'au lieu de rester à l'intérieur toute la journée, peut-être s'occuper de ces plaines lui ferait du bien. Asie ajoute que dans son état actuel, elle ne peut pas y aller seule. Il propose de l'accompagner, suggérant qu'ils y aillent ensemble. La narration explique que le mariage arrangé que Lysian a accepté à contre-cœur était douloureux, mais Asie, qui a également été contraint, n'y a trouvé aucun réconfort non plus. Il portait toujours un sentiment de culpabilité envers elle, et malgré sa manière rude, il essayait de lui montrer son cœur à sa manière. Lysian commença à remarquer cette sincérité, et l'homme qu'elle méprisait commença lentement à trouver une place dans son cœur. Aussi, les champs de statues qu'elle a visités à contre-cœur se sont révélés être un endroit à couper le souffle. Depuis lors, Lysian a commencé à s'occuper elle-même des fleurs là-bas. Son visage s'illuminait jour après jour et des sourires revenaient sur ses lèvres. Elle est montrée en train d'offrir des fleurs à S, exprimant sa gratitude. Lentement et presque imperceptiblement, Lysian commença à remplir complètement le cœur du jeune grand-duc. S pensait auparavant qu'il ne pourrait jamais s'approcher d'elle émotionnellement, mais avec le temps, de petits espoirs ont commencé à germer en lui. Peut-être qu'il a commencé à souhaiter qu'ils puissent devenir une vraie famille l'un pour l'autre. Cependant, leur relation ne s'est pas épanouie de manière significative. Contrairement aux rumeurs répandues parmi les gens, il n'y avait pas de grands désaccords entre eux. Mais le grand-duc était toujours rude et réservé, et Lysian, avec sa prudence, ne pouvait jamais se rapprocher complètement de lui. Ainsi, ils ont tous deux gardé leurs sentiments cachés dans le silence. Le temps passa, et le couple eut 4 enfants. Avec la naissance de chaque enfant, la distance entre eux semblait se réduire. Mais les tragédies frappent toujours sans avertir. Un jour, leur fille aînée Hyacinthiia est morte subitement. La perte a dévasté la grande duchesse, Lysian, et elle a bientôt suivi sa fille dans la mort. Leur amour s'est terminé, et il ne restait de lui que le souvenir dans le cœur de chacun. La vidéo continue de révéler la vérité. Le grand-duc pleure encore sa femme Lysian à ce jour. Sa tombe a été placée à un endroit surplombant clairement les plaines de la statue, et il visitait cette colline chaque fois qu'elle lui manquait pour contempler les plaines. Pour lui, les avions de statue étaient la véritable incarnation de sa femme bien-aimée. La vidéo se termine, et elle est choquée. Elle pense qu'elle n'arrive pas à y croire, se demandant comment le duc et la duchesse s'aimaient. Elle réalise que ce n'est rien de ce que raconte l'histoire du jeu ou ce que tout le monde sait. Elle se souvient d'avoir terminé ce jeu, appelé Countless Times, et elle n'a jamais su qu'une telle histoire de fond existait entre eux. Elle conclut qu'il est normal de ne pas savoir, car le jeu n'a jamais abordé cette partie. Elle réalise que cela explique pourquoi ses points d'affection ont soudainement augmenté. De 30% à 50%. Ce n'était pas seulement qu'elle ait voté contre sa décision. Plutôt, il était reconnaissant parce qu'elle a aidé à préserver la mémoire de la grande duchesse. Elle se reproche de s'être tellement concentrée sur l'augmentation des points d'affection qu'elle a complètement négligé ce qui était vraiment important. Elle pense à quel point cela a dû être douloureux pour lui de laisser les autres parler sans soin de la terre que sa femme aimait. Elle regarde son grand-père debout près de la fenêtre et lui présente sincèrement ses excuses. Le duc se tourne, surpris, et lui demande pourquoi elle est encore là. Lui rappelant qu'il lui a ordonné de partir. Il répète d'un ton ferme que rien ne changera son avis et lui demande de revenir. Elle décide de parler, lui disant qu'elle vient de se souvenir de quelque chose, à savoir que grand-mère, Lysian, chérissait cette terre profondément. Le duc a l'air choqué et lui demande ce qu'elle a dit. Elle poursuit ses excuses, disant qu'elle est désolée d'avoir considéré la valeur des plaines comme une simple opportunité commerciale pour un gain personnel. Elle admet qu'elle ne peut pas demander pardon à sa grand-mère elle-même, mais elle participera à la protection de cette terre avec lui, en sa mémoire. Et elle ajoute avec détermination qu'en fin de compte, elle fait aussi partie de sa famille. Le duc semble profondément ému et elle ajoute qu'elle espère que le duc continuera à veiller sur ces lieux comme il l'a toujours fait.
Il pense en lui-même, souhaitant que la terre que sa femme aimait tant reste à jamais inchangée avec leurs souvenirs. Il se tient silencieusement pendant quelques instants, touchant le verre de la fenêtre. Elle s'incline, lui demandant de lui pardonner d'avoir parlé sans permission. Elle s'excuse sincèrement encore une fois et annonce qu'elle va partir. Il l'arrête soudainement, lui demandant si elle veut recevoir le collier des héritiers directs. Elle est surprise et s'arrête. Elle se retourne en balbutiant, disant qu'elle ne le pensait pas de cette façon. Il lui rappelle qu'elle a dit elle-même qu'elle avait agi lors de la réunion pour obtenir le collier. Puis il lui dit qu'il va lui donner une chance d'en gagner un. Elle le regarde, abasourdie. Il lui dit de ne pas discuter. Si elle échoue, elle le recevra comme d'habitude à son bal de débutante et lui demande de s'en souvenir. Puis il lui dit que le Cadimian aura bientôt lieu et lui demande si elle sait ce que c'est. Ses yeux s'écarquillent. Elle connaît le nom. Le procès spécial, Cadimian. La narration explique qu'il s'agit d'un droit spécial que le chef de la famille ne peut utiliser qu'une fois tous les 10 ans. Habituellement, les héritiers directs reçoivent leur qualification à l'âge approprié. Mais le Cadimien permet à une personne d'obtenir ce statut à un jeune âge. C'était une tradition instaurée par leurs ancêtres pour permettre aux héritiers talentueux de découvrir le monde dès leur jeune âge. Elle réalise ce que cela signifie. Si elle réussit ce test, elle pourra obtenir le collier des héritiers directs. Elle sourit, pensant qu'elle ne s'est pas excusée pour cette raison. Mais elle ne devrait pas refuser une opportunité quand elle se présente. Elle répond à son grand-père qu'elle va garder cela à l'esprit. Elle se lève avec détermination, jurant qu'elle réussira ce test quoi qu'il en coûte. Après la réunion, le baron Lilia frappe la table avec colère, disant que ce qui s'est passé est incroyable. Il est choqué à l'idée que Tulria obtienne le collier de lignée directe, considérant que cette affaire contredit les lois familiales. Le grand-duc Asi le confronte, dénonçant son comportement scandaleux et lui rappelant qu'elle n'a pas encore passé le test. Il affirme avec fermeté que cette procédure, le Cadimian, est entièrement conforme aux lois familiales. Il explique que le Cadimian a été établi spécifiquement pour les jeunes membres talentueux de la lignée directe. Puis il réprimande sévèrement Lilius, se demandant comment il ose remettre en question les qualifications basées sur les lois établies par les chefs de famille précédents. Il poursuit son discours, louant les actions de Tolria jusqu'à présent, les qualifiant de remarquables. Il déclare avec assurance qu'elle est plus que qualifiée pour prendre le Cadimian. Lilius essaie de protester, demandant à son père avec moquerie s'il a oublié ce que ce petit vaurien, Tolria, a fait à Tedric. Il rétorque froidement, lui rappelant que Tedric a commencé les ennuis en premier lieu. Il ajoute sèchement, se demandant si Lilius essaie vraiment de ramener un sujet qui a été réglé et terminé. Il met fin à la discussion de manière ferme, affirmant qu'il n'a aucun argument valable dans cette affaire. Il se demande de manière sinistre combien de temps Lilius s'attend à ce qu'il continue d'ignorer ses actions. Lilius essaie de se débattre nerveusement, prétendant que ce n'est qu'un malentendu. Il se lève, interrompant les tentatives de Lilius et lui donne son dernier avertissement. Il précise que, quoi qu'il arrive, le Cadimian relève de son autorité absolue en tant que chef de famille. Il déclare qu'il ne tolérera plus aucune remarque absurde de Lilius. Puis il lui ordonne de sortir de la pièce immédiatement. Il s'en va, pensant avec choc et colère que c'est incroyable et que cette fille de rien va vraiment prendre le Cadimian. Il part, les dents serrées. Pensant avec détermination que quoi qu'il en coûte, il doit trouver un moyen de l'empêcher de réussir ce test. Il réalise qu'il est déjà noyé sous les dettes à cause de son échec à obtenir la propriété des avions. Il estime qu'il est trop dangereux de laisser cette fille étendre son influence, surtout pendant que son fils, Tedric, est encore sous probation disciplinaire. Il se demande, confus, comment cette idiote de fille a réussi cela. Bien qu'il croie qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse réussir le test facilement, il ne peut laisser aucune possibilité, même minime. Il décide que de toute façon, il utilisera cette opportunité pour l'écraser complètement. Le jour du Cadimian arrive, le test spécial conçu pour les membres talentueux de la lignée directe. Le test est mené sous l'autorité pleine et entière du chef de la famille, et aucune forme de tricherie n'est autorisée. Pour garantir l'équité, une invitée spéciale de l'extérieur est conviée à superviser les procédures. Elle se dit que si elle réussit bien,
elle pourrait peut-être rencontrer ce invité. On frappe à la porte, et un homme entre, saluant Lady Tolria. Elle pense avec impatience qu'il est arrivé. L'homme aux cheveux bleus et aux lunettes se présente comme Anshulin Tamil. Elle réalise avec choc qu'il est Noama. La narration explique que l'Empire Brian est le seul empire sur le continent de Printemps, et qu'il a 4 grands piliers de pouvoir. Le premier pilier est la famille impériale, et le deuxième est la famille grand-ducale phrasée. Le troisième pilier est les 4 familles ducales, et le dernier pilier est la tour d'ivoire blanche. La tour d'ivoire blanche est définie comme un complexe de tout savoir et un lieu de rassemblement pour les talentueux. Les érudits y reçoivent le titre de Nema lorsqu'ils atteignent un certain niveau de connaissance. Tolria précise que parmi ces érudits, le personnage de Schultz Schmidt, qui ressemble à l'homme devant elle, est le plus jeune Nema de l'histoire. Bien qu'il soit un personnage secondaire dans le jeu, il était très populaire pour son image intelligente et calme. La façon d'augmenter son niveau d'affection était de le surprendre en montrant une sagesse inhabituelle. Plus important encore, il est un personnage clé nécessaire pour rencontrer le prince héritier, l'un des principaux protagonistes masculins du jeu. Talia pense qu'elle avait un pressentiment que cela pourrait arriver, mais elle ne s'attendait pas à le rencontrer de cette manière. Elle pense avec joie que sa chance est vraiment incroyable, se demandant si c'est parce qu'elle a utilisé une pièce pour augmenter sa statistique de chance. Elle prend sa décision, décidant que tant qu'il en est ainsi, elle utilisera le titre de compétence Dieu des examens qu'elle avait préparé. Le système annonce que le titre de compétence Dieu des examens est maintenant actif. Elle se tient avec assurance, planifiant de réussir le test et de gagner les faveurs de Schultz Schmidt en montrant son intelligence, touchant ainsi 2 cibles avec une seule flèche. La scène montre les résultats du test, avec les examinateurs annonçant ses scores incroyables. Un score parfait en arithmétique et un score parfait en rhétorique. Schultz regarde ses papiers, commentant que c'est vraiment incroyable, et dit au duc qu'elle n'a certainement pas pris le cadimian en vain. Le grand-duc demande calmement si c'est le cas. Schultz répond qu'il ne le croyait pas lui-même, alors il a vérifié plusieurs fois, mais le résultat est resté le même à chaque fois. Il ajoute qu'il aimerait vraiment savoir qui est le professeur qui a enseigné à la jeune demoiselle avec une telle compétence supérieure. Le grand-duc répond tranquillement. Il craint que Tolria n'ait pas de tuteur privé. Une confusion évidente apparaît sur lui, et il demande avec étonnement comment cela se peut. Schultz Schmidt continue de parler avec le grand-duc, exprimant son étonnement. Il lui dit que pendant tout son temps en tant que Noama à la tour d'ivoire blanche, c'est la première fois qu'un élève réussit ce test avec un score parfait. Il ajoute que pour une jeune femme qui n'a reçu aucune éducation particulière, obtenir un score parfait dès sa première tentative signifie que Lady Tolria possède un talent incroyable. Il ajoute, l'air impressionné, qu'il conclut qu'elle a dû étudier seule sans professeur et qu'elle a certainement beaucoup lutté par elle-même. Le grand-duc prend sa décision. Il ordonne à Luc de remettre le collier de lignée directe à Tolria demain. Et pour préparer la cérémonie immédiatement, il lui ordonne également de préparer un laissez-passer d'accès illimité à la bibliothèque privée pour elle. Il ajoute une autre ordre, de faire une demande immédiate à la tour d'ivoire blanche pour nommer Enuma afin d'enseigner à Tolria. Schultz a l'air choqué, se demandant comment le grand-duc demande Enuma à la tour d'ivoire blanche. La narration explique que le grand-duc et la tour d'ivoire blanc étaient en désaccord depuis longtemps sur des questions liées au pouvoir politique. Pour cette raison, contrairement aux enfants des autres familles nobles qui sont éduqués par Numa, tous les petits-enfants du duc Azu sont allés étudier à l'académie. Schultz réalise que rétablir une relation amicale entre la tour d'ivoire blanche et la famille du grand-duc ne signifie pas seulement un échange éducatif. Cela indique également un changement majeur dans l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Empire. Il pense que cela va provoquer un énorme émoi à travers toute la nation. Pendant ce temps, Tolria pense joyeusement à son succès. Elle se souvient d'avoir réussi le test avec un score parfait avec une facilité totale, exactement comme elle l'avait prévu. Elle se sent satisfaite parce que le titre de compétence qu'elle a acheté avant le test a été très efficace. Un flashback de la fenêtre du système du titre apparaît, Dieu des examens, qui accorde un score parfait à un test, coûtant 500 pièces. Elle se souvient que son solde restant était de 293 pièces. Elle pense qu'elle a hésité un peu à l'acheter parce que c'était plus cher que les autres titres. Mais grâce à cela,
Elle a réussi à gagner les faveurs de Schultz et à obtenir le collier de lignée directe, donc cela valait le prix. Elle pense que la cérémonie du collier aura lieu demain soir. Elle se sent soulagée, c'était un chemin long et difficile, mais elle va enfin l'obtenir. Elle se rend compte qu'elle sera plus occupée après avoir obtenu le collier. Elle prévoit que sa priorité sera de rencontrer les personnages masculins principaux de l'histoire, car elle aura plus de liberté de mouvement. Elle se rend compte que son rang augmente plus efficacement en les rencontrant. Elle pense que la meilleure option est d'aller d'abord au palais impérial avec Schultz. C'est pour rencontrer le premier protagoniste masculin, le prince héritier Ferdinand. Après cela, elle est convaincue que si elle utilise bien ses stratégies, elle peut atteindre le rang avant l'arrivée de Corico. Soudain, on frappe à la porte de sa chambre. Talria se demande qui cela pourrait être à une heure si tardive et demande à voix haute qui c'est. Adèle entre, s'excusant pour la visite soudaine en pleine nuit. Adèle lui dit qu'elle a entendu dire qu'elle a la cérémonie du collier demain. Elle lui demande avec un sourire si elle est venue pour la féliciter. Elle la remercie, lui disant chaleureusement que tout est grâce aux encouragements d'Adèle. Adèle affiche une expression confuse et se tait. Elle remarque son silence et lui demande ce qui ne va pas. Adèle s'excuse d'avoir interrompu son moment de bonheur. Mais lui dit qu'il y a quelque chose qu'elle doit lui dire. Adèle lui montre un papier et elle se demande avec choc si c'est le test de lignée directe de Thédric. Elle lui demande, perplexe, pourquoi elle a ce papier. Adèle répond que cela s'est produit pendant que sa seigneurie dînait. Elle explique qu'elle a remarqué que Rilda, l'autre servante, agissait de manière suspecte. Alors elle l'a observée en cachette et a vu qu'elle cachait ce papier dans son armoire. Elle continue en disant qu'elle ne savait pas ce qui pourrait se passer si elle l'affrontait à ce moment-là. Alors elle s'est contentée d'observer pour le moment. Mais elle lui assure que cacher cette feuille de test doit être un complot pour l'accuser. Elle répond qu'elle comprend. Toria pense que si c'est l'œuvre de Rilda, c'est sans aucun doute sur les ordres de Lilia. Elle se confirme à elle-même qu'il n'y a aucune chance que ces serpents acceptent la défaite aussi facilement. Elle se demande s'il prévoit d'utiliser cette feuille de test pour discréditer ses résultats. En affirmant qu'elle a réussi parce que les questions lui ont été divulguées, elle sourit sarcastiquement, pensant à quel point c'est pathétique. Elle décide qu'il n'y a aucun moyen qu'elle les laisse s'en tirer comme ça. Tolria appelle Adèle et lui demande d'apporter un papier identique à celui-ci. Elle pense en elle-même qu'ils sont encore loin de pouvoir la vaincre. Le jour de la cérémonie du collier de lignée directe arrive dans la salle Astor du palais Phrasé. L'entrée de Lady Tolria dans la salle de cérémonie est annoncée. Les invités chuchotent, et l'une d'entre elles exprime sa surprise. Les murmures la décrivent comme la star du jour qui est enfin arrivée. Les participants répandent la rumeur qu'elle a obtenu un score parfait à l'examen, tandis que d'autres en doutent, se demandant comment quelqu'un comme Tolria pourrait y parvenir. Ou si elle a même passé le test correctement. Le maître de cérémonie annonce le début de la cérémonie. Elle s'approche du grand-duc et de Luc. Le grand-duc appelle son nom, Tolria Phrasé. Il annonce qu'en vertu de son autorité en tant que chef de famille, le test cadimien a été effectué et qu'elle l'a réussi avec des résultats exceptionnels. Un assistant s'avance en tenant la boîte du collier et le duc commence à annoncer qu'en reconnaissance de son esprit vif, il lui accorde le collier de lignée directe. À ce moment-là, une voix criante interrompt la cérémonie, leur demandant d'attendre. Lilius apparaît soudainement, déclarant à son père, le grand-duc, que cette cérémonie est nulle. Il crie que Tolria ne mérite pas de recevoir le collier de la lignée directe. Le grand-duc se fâche et crie à Lilius, dénonçant à nouveau son apparence. Le duc continue de le réprimander, lui rappelant qu'il l'a averti hier jusqu'à ce qu'il en perde presque l'ouïe. Il lui ordonne de s'écarter immédiatement. Il le supplie d'écouter cette fois seulement. Aubrey apparaît à ses côtés, disant au grand-duc qu'ils ont des preuves. Elle ajoute, affirmant que sa servante prétend avoir vu un papier dans son armoire fait du même matériau que les papiers de test. Les participants se demandent avec étonnement ce que cela signifie, en soulignant que les épreuves de Cadimian sont faites de papier de mûrier spécialement traité. Quelqu'un se demande si Lilius sous-entend qu'elle a divulgué les questions du test à l'avance. Il ajoute qu'il a trouvé cela suspect aussi, alors il a vérifié les copies d'examen stockées sous le nom de Thédric, pour ne trouver que sa boîte de rangement complètement vide.
Il l'accuse clairement d'avoir volé la copie de Tedric et donc de connaître le contenu du test à l'avance. Il demande sarcastiquement comment elle pourrait obtenir un score parfait au test cadimien. Cette affirmation pique l'intérêt du grand-duc. Le grand-duc décide de demander lui-même à Tedric et ordonne qu'on le fasse venir immédiatement. Tedric est amené en tremblant et salue son grand-père. Le grand-duc lui demande directement, lui disant qu'il a entendu dire que ses copies d'examen avaient été perdues et lui demande s'il était impliqué dans cet incident. Il le nie nerveusement, jurant à son grand-père que ce n'est pas vrai. Il justifie sa position en disant qu'il était confiné dans sa chambre sur ordre de son grand-père et qu'il ne l'a pas quitté. Lilius intervient pour défendre son fils, assurant à son père, Tedric, qu'il a obéi aux ordres. Il ajoute qu'il est injuste de les soupçonner au lieu de Tolria. Et il dit que, si ce n'est pas vrai, ils peuvent simplement le prouver. Et il suggère comme exemple d'envoyer des serviteurs fouiller sa chambre. Il ajoute que tricher à l'examen cadimien est un crime grave. Comme il y a un risque de destruction des preuves, il vaut mieux agir immédiatement. Le grand-duc demande calmement si Lilius pense vraiment qu'il devrait aller aussi loin. Puis il appelle Tolria. Elle répond respectueusement, remarquant pour elle-même qu'il l'appelle directement par son nom sans titre pour la première fois. Le grand-duc lui demande si Luc Kilbouche et ses aides peuvent fouiller sa chambre et si elle y consent. Elle feint la surprise, pensant que c'est pratiquement un mandat de perquisition officiel. Mais elle remarque quelque chose dans le regard de son grand-père. Elle pense qu'elle ne s'attendait pas à cette réaction, et il semble qu'il lui dit qu'il lui fait confiance. Elle pense qu'elle n'a jamais attendu quoi que ce soit de familial du duc, mais quand il l'a regardée avec tant de préoccupation, elle a ressenti une bonne sensation. Elle acquiesce, disant à son grand-père, bien sûr, et qu'il peut fouiller sa chambre autant qu'il le souhaite. Puis elle ajoute, en s'adressant aux personnes présentes, que si quelqu'un ici souhaite vérifier par lui-même, il est le bienvenu pour les accompagner. Lilius et Aubrey ont l'air choqués par sa confiance. Elle conclut son discours en disant qu'elle sait très bien ce que tout le monde doit penser et que c'est à cause de son comportement passé. Elle admet que si quelqu'un comme elle obtenait soudainement un score parfait, elle en douterait elle-même, donc elle ne les blâme pas. Mais c'est précisément pour cela qu'elle veut se prouver clairement aujourd'hui. Elle continue avec assurance, demandant aux participants d'aller voir par eux-mêmes. Elle leur assure qu'ils sauront alors qu'elle est vraiment innocente. Lilius et C. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, liker, commenter, partager. Et booster la vidéo en cliquant sur le bouton booster. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.